bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve pour plusieurs semaines pour la lecture des Mutinées de l'Elseneur de Jack London. C'est une traduction de Paul Gruyé et Louis Postif aux éditions Laurent Rombaldi, éditeur. Ça date d'il y a pas mal longtemps. Donc c'est un livre physique que j'ai. Je vous le montrerai à la fin dans le premier vlog lecture. Et comme c'est un livre physique et que c'est la première fois que je lis un livre physique sur la chaîne, j'arrive pas à mesurer encore combien de temps ça peut durer. Donc je pense qu'on est parti pour quelques semaines, 2-3 mois je pense, autour de ça. Oui, par contre, en trigger warning, je vous dirais que c'est le roman le plus sombre de Jack London. Donc je ne le connais pas. Au cas où, si ça va pas trop ces temps-ci, c'est pas forcément le roman à écouter maintenant. Donc vous trouverez d'autres choses sur la chaîne ou d'autres choses sur YouTube. Mais sinon, bienvenue dans cette nouvelle lecture et on se retrouve à la fin pour le vlog lecture. A tout de suite. Bonne écoute. Les Mutinées de l'Elseneur par Jack London. Préface. Jack London, l'inventeur de la littérature de combat. Un amateur de littérature qui se fut promené vers les années 1892 sur les quais de San Francisco aurait été bien incapable de déceler, dans un jeune voyou de 17 ans, affilié aux contrebandiers, aux pilleurs d'huîtres et aux trafiquants de la baie californienne, l'un des futurs écrivains les plus importants des États-Unis. Ce gaillard, aux larges épaules, à la démarche chaloupée, qui ne reculait ni devant une beuverie, ni devant une rixe au couteau dans les bars malfamés de la ville, portait en lui l'étoffe d'un réformateur de l'esthétique littéraire américaine. S'il n'avait pas réussi à s'imposer au public par la vigueur chaleureuse de son talent, nous n'aurions probablement jamais connu ni Hemingway, ni Steinbeck, ni Henry Miller. Il était né en 1875, d'une mère déclassée et d'un astrologue irlandais sans domicile fixe. Le nom qu'il porte n'est pas celui du professeur Chaney qui l'engendra, mais bien celui de l'homme modeste et bon qui par la suite épousa sa mère et lui rendit une respectabilité qu'elle avait depuis bien longtemps oubliée. Jack London n'était pas à proprement parler un produit de la misère. Il était plutôt un enfant de cette bohème irlandaise, à la tête folle, aux réactions imprévisibles, qui semble, encore de nos jours, trouver sa véritable patrie dans cette Californie où l'on est agitateur, non-conformiste et un peu fripouille, comme si c'était une tradition du pays. Avant de présenter au lecteur les Mutinées de l'Elseneur, je voudrais encore parler de Jack London et le situer avec plus de précision dans la littérature américaine, et même, par répercussion, dans la littérature mondiale. Je ne saurais le faire sans allusion à son roman autobiographique, Martin Eden, que l'on ne trouve plus guère chez les libraires de notre époque, et qui est, malheureusement, à peu près inconnu des gens qui, de nos jours, prétendent connaître la littérature américaine contemporaine. Que l'on me permette à ce sujet de dire que Martin Eden fut dans ma vie un événement décisif, et qu'après l'avoir lu, je décidai de me consacrer à la littérature. L'histoire de Martin Eden, celle du matelot fruste, brutal, inculte, qui par amour et aussi par admiration pour ce qu'il croit être les milieux cultivés, réussit en quelques années à devenir un écrivain célèbre, est l'histoire authentique, à peine romancée, de Jack London. On aurait même pu croire l'ouvrage apocryphe, écrit par quelques plagiaires après sa mort, car le suicide de Martin Eden, après la découverte de la vanité de ses ambitions et de sa gloire, correspond d'une façon prophétique à la fin de l'auteur, qui se donna la mort à 41 ans, alors qu'il était à l'apogée de son succès. En France, en général, London n'est connu que par des ouvrages consacrés principalement à la jeunesse. Ce sont des contes, des aventures de mer ou de chasse que lui-même considérait comme de la littérature alimentaire. Rares sont ceux d'entre nous qui n'ont pas lu dans leur adolescence La croisière du Razzle-Dazzle, les contes de Béliou, La Fumée, Jerry dans l'île et l'immortel Cro-Blanc. Mais on ignore en général les essais politiques, les articles de polémique et les deux principaux romans psychologiques, Martin Eden et Le cabaret de la dernière chance.
C'est à travers ces dernières œuvres que l'on peut le mieux juger de l'influence que Jack London eut sur la littérature américaine qui précéda la Première Guerre mondiale. Lorsqu'il commença d'écrire, vers 1900, cette littérature était encore sous l'influence des écrivains anglais de l'époque victorienne. Les éditeurs américains considéraient Henry James comme le principal écrivain américain de leur temps, et lorsqu'ils publiaient des auteurs français tels que Zola ou Maupassant, ils ne livraient à leurs lecteurs que des éditions chastement expurgées, convenant au goût d'une clientèle puritaine, pour laquelle Emerson était le seul philosophe acceptable, et John Whittier, le grand poète par excellence. Les œuvres et les articles de London tombèrent dans ce milieu littéraire comme un pavé dans une mare. Il secoua d'un seul coup l'apathie et le conformisme de son temps. Il avait été contrebandier, chasseur de phoques, matelot, chômeur, trimardeur, agitateur politique, et ce qu'il racontait, c'était non seulement sa vie, mais celle de toute une population violente et misérable, ardente, combative, assoiffée de conquête, et toujours brutale dans ses formes d'expression. Il était partagé entre un individualisme nietzschéen et des idées sociales généreuses, mais non doctrinaires, puisées principalement chez Spencer. Il avait tout le talent du scandale, et il suscita autant d'admiration que de haine, car ses ennemis n'avaient pas la même générosité que lui. Généreux, il le fut jusqu'à la prodigalité, et cet homme dont les droits d'auteur représentaient des sommes considérables n'eut jamais un sou devant lui. Plusieurs femmes l'aimèrent à la folie. Aucune ne lui apporta vraiment ce qu'il avait espéré trouver chez une compagne. Il aima plus l'humanité que les hommes, et un certain idéal que des femmes. Il fut un homme gai, qui n'était pas heureux, et il se suicida comme son héros, Martin Eden, en s'apercevant que ce qu'il avait recherché comme un idéal n'était en fin de compte qu'une déception. En publiant dans Splendeurs et mystères de la mer Les mutinées de l'Elseneur, comme premier ouvrage de cette collection, nous avons désiré rappeler à nos lecteurs tout ce que je viens de résumer ci-dessus. Il est assez difficile d'établir une chronologie exacte des œuvres de London, car à l'époque où il publia Les mutinées de l'Elseneur, plusieurs éditeurs américains étaient en possession de ces manuscrits, dont l'abondance est absolument stupéfiante. Les mutinées de l'Elseneur se situent à peu près comme le 14e ou le 15e roman de London. Le livre fut conçu sans doute à la même époque que Le Loup des mers, récit inspiré par une expédition à la chasse aux phoques que London avait entreprise à bord d'une goélette montée par un équipage de Forbans, afin de gagner un peu d'argent. Son père adoptif, sa mère et sa sœur se trouvant alors dans une situation misérable. L'action se situe à l'un des grands tournants de l'histoire des transports maritimes. La vapeur, les navires à hélice ont fait leur apparition sur les mers. Les grands voiliers, qui sont au summum de leur perfection, approchent de leur disparition. En fait, 20 ans plus tard, on les verra pourrir dans les bassins de démolition, dressant vers le ciel leurs mâtures inutiles et désespérées. Je ne puis, en ce qui me concerne, évoquer sans un serrement de cœur les derniers caporniers, abandonnés dans les vieux bassins du Havre sous la garde de quelques matelots perclus de rhumatisme. Caron s'embarque veillant sur leur mort lente. Déjà, il est devenu difficile de recruter des équipages pour la navigation à voile. La vie des matelots à bord des vapeurs est certes rude, mais elle ne saurait être comparée à l'existence de galériens que mène l'équipage d'un clipper ou d'un trois-mâts barque sur les grands itinéraires mondiaux. L'on sait cela. On ne considère plus Les mutinées de l'Elseneur comme un simple roman d'aventure, mais beaucoup plus comme un document sans précédent sur une époque brève, et pourtant décisive, de la condition sociale des gens de mer. Quels sont en effet les héros de l'action ? Mis à part le narrateur, journaliste dilettante et fortuné qui fait une croisière d'agrément, et la fille du capitaine West, personne dans l'équipage de l'Elseneur n'est jeune. Le capitaine West a largement dépassé la soixantaine. Son élégance, son autorité, mais aussi son mépris pour ses subordonnés, l'apparente à ce que furent les amiraux des marines royales. Le second, M. Pike, avoue 55 ans, il en a 70, et il ne trouverait pas d'embarquement si l'on connaissait son âge. C'est une force de la nature, une sorte de géant, d'une brutalité que de nos jours on considérerait comme invraisemblable, mais qui fut de règle au temps de la voile. Le second lieutenant, M. Meller, est plus jeune d'une dizaine d'années. Il a des prétentions aristocratiques et une âme de voyou.
Cet état-major vit encore comme vivaient autrefois les officiers de la marine à voile, dans un luxe et un confort inversement proportionnés à la misère des postes d'équipage. Quant à cet équipage lui-même, c'est un ramassis d'épaves, de repris de justice, de clochards et de désaxés. Ces gens sont montés à bord pour gagner leur vie, non pas par vocation ou par goût de la mer, mais uniquement parce qu'ils sont incapables de trouver un emploi à terre. Quelques-uns d'entre eux ont des raisons encore plus graves de chercher refuge sur la mer. À travers l'intrigue, la personnalité de London se révèle tout entière. Témoin, il fait un tableau souvent hallucinant des différences et des injustices sociales. L'individualiste nietzschéen, qui ne disparaîtra jamais en lui, admire les hommes de l'arrière, les seigneurs de la mer, les maîtres du vent, et méprise l'équipage de sacs et de cordes, généralement incapable d'exécuter convenablement les ordres qui lui sont donnés. Mais le socialiste généreux, en dépit du dégoût que provoque en lui la vue des déchets humains qui peinent à bord de l'Elseneur, ne peut manquer de s'apitoyer sur leur sort et de réclamer justice. Le personnage de Miss West, la fille du capitaine, est également révélateur de la personnalité de London. Elle est au physique à la fois éthérée et robuste. Au moral, elle se révèle simultanément pudique et hardie, dure et tendre, et elle appartient à la grande bourgeoisie américaine, avec ses égoïsmes, ses préjugés, mais aussi quelques hautes qualités morales. Elle représente l'idéal féminin de London, mais c'est un idéal lucide. Il ne se fait plus d'illusions sur les jeunes filles d'une certaine classe sociale. À l'époque où il écrit Les mutinées de l'Elseneur, il sait déjà que le genre de femme qu'il avait soulevé de passion, lorsque par amour il avait décidé de devenir un écrivain célèbre, ne mérite pas qu'un tel exploit lui soit dédié. Aussi, y a-t-il dans le personnage de Miss West, derrière l'apparente séduction de la jeune fille, une certaine ambiguïté dans le jugement du narrateur. Quant au narrateur lui-même, c'est un Jack London, revu et corrigé pour les besoins de l'intrigue. Il semble ne rien connaître aux choses de la mer, et cela évite au lecteur un vocabulaire technique qui, dans les romans maritimes, risque de rebuter. C'est Jack London, tel qu'il s'imaginait lorsqu'il ambitionnait le succès. Il se dépeint sous les traits d'un homme jeune encore, en proie à une sorte de spleen presque romantique, gâté par la fortune et le succès, mais sceptique quant à la nature même de ses triomphes. On voit déjà pointant en lui le Martin Eden qui plongera en plein océan et qui échappera ainsi à son dégoût des hommes. Pour l'aventure, London la compte avec une précision, un sens du fait et de l'action qui peuvent fort bien se passer de lyrisme ou de poésie, plaqués comme un ornement superfétatoire. On ne trouvera pas dans les mutinées de l'Elseneur les envolées hugoliennes des travailleurs de la mer, mais on y découvrira une richesse plus précieuse, celle du fait vécu qui s'impose au lecteur, tantôt par sa beauté, tantôt par son horreur. Les descriptions de London sont aussi linéaires et précises que les dessins de Picasso. Elles n'en sont que plus évocatrices car elles suggèrent les images, plutôt qu'elles ne les décrivent. Le récit fait un constant appel à la collaboration du lecteur. Il excite l'imagination. N'est-ce pas là le même style que celui que nous retrouverons, 30 ans plus tard, dans les nouvelles d'Hemingway, où la psychologie des personnages apparaît plus à travers leur comportement que dans une analyse absconse de l'auteur. C'est un art vigoureux, plein de vitalité, où éclate constamment la débordante personnalité de l'écrivain. Lorsqu'on lit ou qu'on relit Les mutinées de l'Elseneur, on entre littéralement dans la peau des personnages. L'art de London est un art direct. Le récit est celui d'un témoin encore plus que celui d'un acteur. On ne saurait en aucun cas le comparer, comme écrivain maritime, à Joseph Conrad. Ce dernier est un slave anglicisé et occidentalisé, dont les préoccupations, toutes différentes de celles de London, transparaissent constamment dans l'œuvre. On trouve chez Conrad une sorte de permanente mauvaise conscience qui fait de lui un écrivain de l'Occident décadent. C'est tout le contraire chez London. L'ancien pilleur d'huîtres est un enthousiaste. Il croit encore à la valeur de ce que Nietzsche appelle « nos vertus ». C'est un homme qui est persuadé des possibilités de règlement de la question sociale par l'intelligence, le caractère et l'autorité d'hommes supérieurs et généreux. C'est un homme aussi qui croit à la valeur de l'action pour l'action. Enfin, et on le lui a souvent reproché, il est persuadé de la supériorité des races blanches nordiques.
et dans les mutinées de l'Elseneur, il ne se gêne pas pour l'affirmer avec une conviction qui illustre l'exemple. L'aventure est bouleversante, parce qu'elle oppose deux mondes dans cet espace réduit et confiné qu'est un navire en mer. L'Elseneur est un microcosme où se joue le drame d'une époque dans les décors grandioses du Cap Horn. F. Pontier. Chapitre 1er. Les ennuis commencèrent pour moi dès le début du voyage. Parti en cab de mon hôtel par un aigre matin de mars, j'avais traversé sans encombre Baltimore et me trouvais, à l'heure ponctuelle, sur la jetée indiquée. Un remorqueur devait m'y accueillir pour me faire traverser la baie et m'emporter à bord de l'Elseneur. Or, il était 9 heures bien sonnées et je ne voyais pas de bateau. Tapi dans mon cab, je grelottais sur place avec une irritation croissante à mesure que le temps passait. Le cocher et Wada, mon domestique japonais, étaient assis sur le siège extérieur, plus gelés que moi sans aucun doute, tout recroquevillés. Ils attendaient également, sans rien dire. Et le remorqueur n'apparaissait toujours pas. Sous le double abri de mon pardessus et de la couverture de fourrure qui me couvrait les genoux, Possum, un petit fox terrier, cadeau intempestif de mon ami Galbraith, gémissait en frissonnant lui aussi. Impossible de le faire tenir tranquille. Il n'arrêtait pas de pleurnicher, de griffer et de se démener comme un démon pour sortir de sa retraite. Mais, dès qu'il la quittait et sentait la morsure du froid extérieur, il se remettait avec un égal acharnement à gémir, à pleurnicher et à gratter, pour rentrer dans mon giron. Avec ses plaintes et ses mouvements désordonnés, cette bête me tapait sur les nerfs. Ce chien, après tout, ne m'était rien. Hier encore, je ne le connaissais pas. À chaque minute, je devais me tenir à 4 pour ne pas le passer au cocher du cab, en le priant de le garder pour lui. Et comme deux fillettes, les filles du garde-quai, sans doute, vinrent à passer. J'étendis instinctivement la main vers la portière pour l'ouvrir et offrir à bout de bras ce roquet braillard et insupportable aux deux enfants. La nuit précédente, Possum m'était arrivé de New York à l'hôtel par grande vitesse. C'était, comme je l'ai dit, une surprise de mon ami Galbraith, et bien dans sa manière. Il m'avait expédié ce compagnon de voyage pour que je ne m'ennuie pas. Il y a des gens bien élevés qui, dans un cas semblable, vous envoient une caisse de fruits, voire un panier de fleurs. Galbraith avait préféré m'imposer ce chiot de 2 mois, jappant et glapissant. Wada, pensant bien faire, m'avait apporté, en fraude dans ma chambre, le fox terrier. Mais il avait été pincé, chemin faisant, par un des employés de l'hôtel et des paroles, dénuées d'aménité, avaient été échangées entre les deux hommes. Dans la chaleur de la dispute, le japonais en avait oublié ce qu'il savait d'anglais, pour en revenir exclusivement à l'usage de sa langue natale. Et l'employé, de son côté, ne s'était plus souvenu que du patois irlandais de son pays d'origine. Finalement, et pour clore cette vaine discussion où les parties en cause ne se comprenaient seulement pas, le gérant de l'hôtel, étant intervenu en personne, avait commandé à l'employé de laisser passer mon domestique et son chien. Il avait ajouté à mon adresse, je l'entendis clairement de ma chambre, car, alerté par les éclats de voix, j'avais entrouvert la porte, que ma mine lui avait, dès le premier abord, inspiré peu de confiance, et qu'un sabbat pareil n'avait pas eu lieu dans l'hôtel depuis 20 ans. J'encaissai le compliment, sans récriminer. Mais vous avouerez que c'était quand même vexant, et j'envoyais 1000 fois au diable Galbraith et son présent. Alors que je gelais dans mon cab, sur cette jetée glaciale et déserte, avec cette sale bête qui gueulait et se tortillait, ma mauvaise humeur de la nuit reprit le dessus. Je m'envoyai moi-même au diable et déplorai l'idée saugrenue que j'avais eue d'entreprendre, depuis Baltimore, l'interminable voyage du Cap Horn sur un simple voilier. Sur le coup de 10 heures, un jeune garçon venu à pied fit son apparition. Chargé d'une valise, il alla au garde-quai. Et quelques minutes après, celui-ci vint me trouver et me confia la valise qui appartenait, dit-il, au pilote de l'Elseneur. Cet homme devait embarquer avec moi sur le remorqueur et je le trouverais sur un autre point du port où je devais me rendre. Dans les indications qui m'avaient été données, il y avait eu erreur ou changement de dernière heure. Sans essayer de comprendre, je me remis à maugréer de plus belle. Bref,
Les explications utiles ayant été fournies au cocher, mon cab se remit en route et à peine eut-il stoppé que le pilote en question vint, en effet, se présenter. Je n'avais, je l'avoue, jamais imaginé personne qui ressemblât moins à un pilote. Le personnage qui était devant moi n'avait rien d'un fils de la mer, à la vareuse bleue et au visage tanné par les intempéries. C'était un gentleman, bien habillé, au parler doux, et qu'on aurait plutôt pris pour un de ces hommes d'affaires solidement nantis qui fréquentent les clubs. Il se présenta immédiatement, et je l'invitai à partager, avec Possum et moi, l'hospitalité de mon cab, malgré le froid qui y régnait. Il m'affirma que le remorqueur fantôme ne pouvait tarder à arriver. Le maudit bateau fit son apparition sur le coup d'1 heure de l'après-midi. Transi jusqu'aux eaux, je l'avais attendu la bagatelle de 4 heures. Cette façon cavalière d'agir envers moi n'était pas faite pour me disposer en faveur du capitaine West, qui commandait l'Elseneur et que je n'avais d'ailleurs jamais vu. Lorsque l'Elseneur avait abordé Baltimore, venant de Californie avec un chargement d'orge, Harrison et Gray, les 2 agents maritimes de New York à qui je m'étais adressé en les priant de me trouver un bon et confortable navire pour entreprendre ma croisière, m'avaient immédiatement signalé le dit voilier. J'étais arrivé dardard, et sous la conduite de mes 2 cornacs, j'avais visité l'Elseneur, en l'absence du capitaine Nathaniel West, qui était descendu à terre pour se dérouiller les jambes. Le bateau m'avait plu, de prime abord, ainsi que le bon aménagement de ses cabines. La cabine de luxe qui m'était destinée était spacieuse, et ne laissait réellement, semblait-il, rien à désirer. Mon opinion se modifia cependant, quand Harrison et Gray m'eurent également fait visiter, à titre de curiosité, la cabine du capitaine West. C'était magnifique. Elle possédait surtout un somptueux lit de cuivre qui faisait mon admiration. Je ne pensais vraiment pas qu'on pût en trouver de pareils à bord d'un navire. La cabine, en outre, donnait directement accès à une salle de bain, merveilleusement aménagée. Lit et salle de bain me tapèrent immédiatement dans l'œil, et je décrétai dans la seconde même que le tout serait pour moi. Harrison et Gray, à qui je fis part de mes ambitions, en parurent gênés et tergiversèrent. « Est-ce la question prix qui vous arrête ?» demandai-je. « Je n'ai aucune idée de ce que le capitaine peut réclamer. »« Mais ça m'est égal. $150 ou 500. Je paierai ce qu'il faudra, mais je veux cette cabine et cette baignoire. Vous m'entendez ?» Harrison et Gray continuaient à hocher la tête. Ils discutèrent entre eux à voix basse et déclarèrent de nouveau qu'ils ne pensaient pas qu'un accord à ce sujet fût possible avec le capitaine West. Je m'obstinai et rétorquai avec assurance. Ce serait la première fois, à ma connaissance, qu'un capitaine refuserait un arrangement de ce genre. Même les capitaines de transatlantique louent leur cabine aux passagers qui y mettent le prix. Mais, observa doucement M. Harrison, le capitaine West n'est pas un capitaine de transatlantique. Alors, offrez-lui davantage. Je vous autorise à aller jusqu'à $1000 s'il le faut. Je dois rester plusieurs mois sur ce bateau, et je veux y avoir mes aises. Nous essaierons, assura M. Gray, mais nous vous prévenons franchement qu'il vaut mieux ne pas trop compter sur une réponse affirmative. Le capitaine West est actuellement à Searsport, et nous lui écrirons dès aujourd'hui. À mon grand étonnement, M. Gray était venu me voir à mon hôtel plusieurs jours après m'avoir fait part du refus du capitaine de l'Elseneur. « Mais lui avez-vous offert les $1000 ?» demandai-je. « Qu'a-t-il exactement répondu ?»« Il refuse, et m'a prié de vous présenter ses regrets. » Le lendemain, je reçus une lettre autographe du capitaine West. L'écriture et le style assez vieillot en étaient appliqués. Il m'assurait de nouveau du regret qu'il éprouvait de ne pouvoir me donner satisfaction. Mais, ajoutait-il, il envoyait par le même courrier tous ordres utiles à M. Pike, son second, pour que la cabine de luxe qui m'était destinée reçût toutes améliorations utiles. Afin de la rendre plus spacieuse, la cloison qui la séparait de la cabine voisine serait abattue. Si au cours du voyage je me trouvais réellement trop à l'étroit, on pourrait remettre l'affaire sur le tapis, et satisfaction entière me serait peut-être accordée.
J'avais l'impression que la capitaine West se payait ma tête, et je pris en grippe cet original qui refusait, avec une telle obstination, mes $1000. Non, évidemment, le superbe lit de cuivre ne serait pas pour moi. Il fallait en faire mon deuil. Je me consolais en songeant, avec une certaine excitation, aux nombreuses caisses de livres que j'avais expédiées à bord. Elles me tiendraient compagnie, s'il en était besoin, beaucoup plus agréablement que cet Iroquois que j'avais l'intention de voir le moins possible une fois sur l'Elseneur. Et c'était encore ce même capitaine West qui venait de me faire geler dans mon cab durant 4 mortelles heures. Il exagérait. Et je l'avais vraiment dans le nez, sans l'avoir, je le répète, jamais vu. Pendant ce temps, Wada avait réglé le cocher du cab, et quand il eut terminé, je lui confiai le fox terrier, tandis que les matelots du remorqueur transportaient à bord mon bagage à main. Ayant embarqué à mon tour, je fus conduit par le pilote auprès du capitaine West, venu en personne au-devant de moi. Ma première impression fut qu'il n'avait pas plus le physique de l'emploi que le pilote du remorqueur n'avait l'air d'un vrai pilote. J'avais connu les superbes capitaines des grandes lignes transatlantiques, et ils n'avaient avec eux aucune ressemblance. Pas plus qu'avec les classiques loups de mer à la voix de Rogom et à la trogne rude, tels que les dépeignaient les romans que j'avais lus. À ses côtés se tenait une femme à l'allure élégante, disparaissant dans un grand manteau qui l'enveloppait de la tête aux pieds, et emmitouflée dans un énorme boa de fourrure de renard. Elle portait également un manchon où plongeaient ses mains et ses bras. Du plus loin que j'avais aperçu le couple, j'avais murmuré vivement à l'oreille du pilote. « C'est sa femme, n'est-ce pas ? Elle vient avec nous. » Lorsque j'ai traité les conditions de mon passage avec Harrison et Gray, j'ai expressément stipulé qu'il n'y aurait aucune femme à bord, pas même celle du capitaine de l'Elseneur s'il était marié. Des femmes, j'en avais par-dessus la tête, comme du reste, depuis un bon bout de temps. Elles m'agaçaient, avec leur nature primesautière, fatigante par sa légèreté même. Je voyais en elles de jolis bibelots, agréables sans doute, mais qui, par futilité et complaisance, se moquaient férocement de l'homme. Harrison et Gray m'avaient rassuré en souriant. Je n'aurais pas à naviguer en compagnie de l'épouse du capitaine West. « Ce n'est pas sa femme, » me répondit à mi-voix le pilote. « C'est sa fille. Je suppose qu'elle est venue lui dire au revoir. Sa femme est morte, voilà 1 an, et c'est le chagrin qui l'aurait décidé à reprendre la mer. Il avait d'abord déclaré qu'il abandonnait le métier. » Le capitaine West s'avança à ma rencontre, et avant de lui serrer la main, avant même de voir son visage serein s'animer pour me souhaiter la bienvenue, je n'éprouvais plus aucune animosité à son égard. J'étais, à n'en pas douter, en face d'un individu doté d'une forte personnalité. C'était un homme grand, maigre et racé, aussi froid en apparence que cette matinée de mars, aussi maître de lui qu'un roi, aussi distant du commun des mortels que la plus lointaine des étoiles, aussi rigoureux qu'une proposition d'Euclide. Mais juste à l'instant où nos mains allaient se toucher, une lueur chaude et profonde scintilla dans ses prunelles bleues, ses sourcils remuèrent et tout son visage s'anima. Même les lèvres minces, si pincées l'instant d'avant, esquissèrent un sourire immensément doux, qui par un rapprochement inattendu évoqua en moi celui de Sarah Bernhardt, la divine. J'en avais ressenti une impression si forte que je m'attendais à entendre tomber de la bouche du capitaine West je ne sais quelle parole merveilleuse. Pourtant, il se contenta de formuler, avec simplicité, ses vifs regrets pour l'attente que j'avais dû subir à la suite d'un malentendu concernant le numéro du quai où le remorqueur devait nous prendre. Sa voix était douce, très basse, et pourtant claire comme le son d'une cloche d'argent. Elle me rappela les intonations que l'on trouve encore aujourd'hui chez les habitants des anciens États de l'Union, connus sous le nom de la Nouvelle-Angleterre. « Et maintenant, Monsieur Pathurst, conclut le capitaine West, voulez-vous me permettre de vous présenter ma fille, Marguerite West ?» Une main finement gantée émergea des fourrures épaisses, et je me trouvai sous le feu d'une paire d'yeux gris qui m'observait d'un air tranquille et grave. Je me sentis, je l'avoue, très intimidé sous ce regard,
à la fois pénétrant et froid, inquisiteur et légèrement insolent. On aurait dit qu'elle toisait un nouveau cocher qu'elle allait prendre à son service. J'ignorais alors que la jeune fille devait être du voyage et que sa curiosité était naturelle vis-à-vis d'un inconnu avec qui elle vivrait côte à côte 6 mois durant. Elle eut, au surplus, presque aussitôt conscience de ce qui pouvait passer chez elle pour une impertinence. Ses yeux et ses lèvres se mirent à sourire. Alors que le capitaine West m'invitait à le suivre dans sa cabine avec sa fille, j'entendis retentir le gémissement aigu de Possum, et je gagnai, en m'excusant, l'avant du remorqueur. Près du chien de plus en plus gelé, je trouvai Wada, en train de caler mes grandes malles et autres bagages qui m'avaient précédé à bord. Ceux-ci ne formaient qu'une faible partie d'une montagne d'autres caisses qui, à mon avis, devaient contenir des provisions pour le voyage, des malles, ballettes, valises et paquets de toutes sortes. Je repérai notamment une sorte de boîte, sans doute une boîte à chapeau de femme, qui portait les initiales M.W. Sur la plupart des autres colis, on trouvait les mêmes lettres. Le prénom du capitaine West était pourtant Nathaniel. Alors je me souvins que celui de sa fille était Marguerite. Pas d'erreur possible. La fille serait du voyage. Horriblement vexé, je me mis à arpenter le pont étroit du bateau, en me mordant les lèvres. Nous venions de lever l'ancre. C'était vraiment de la guigne. J'avais spécifié à Harrison et à Gray que je ne voulais pas, à bord, de la femme du capitaine, et ils m'avaient juré leur grand Dieu que le capitaine était veuf. Très juste, mais le capitaine avait une fille, dont il n'avait pas été question. Pour un peu, j'aurais abandonné ma croisière et donné l'ordre qu'on me ramène sur-le-champ à Baltimore. Le remorqueur filait à toute allure, et le froid, qui en était plus vif encore, me glaçait jusqu'aux os. Sur ces entrefaites, apparut Miss West en personne, qui venait de mon côté. Son allure était ferme et décidée. Mais sous l'amoncellement des fourrures qui la couvraient, on devinait la souplesse légère de la femme. Et sur son visage se retrouvait le même mélange d'énergie et de féminité. Feignant de ne pas l'avoir vue, je tournai les talons et me mis à contempler la montagne de bagages d'un œil mauvais. Une énorme caisse attira surtout mon attention, et j'étais en train de la contempler en me demandant ce qu'elle pouvait bien contenir, quand j'entendis derrière moi la voix de la jeune fille. « C'est justement à cause de cette caisse, monsieur Pathurst, disait la voix, que vous avez été obligé de poireauter si longtemps avant d'embarquer. »« Qu'y a-t-il dedans ?» demandai-je, avec une indifférence affectée. « Un piano. Le piano de l'Elseneur, que j'ai fait remettre tout à neuf. La fabrique chargée de la réparation devait le livrer sur le quai, dès la première heure, mais elle n'avait rien envoyé du tout. J'ai dû expédier en reconnaissance monsieur Pike, c'est notre second, vous savez. Il a eu beau faire tout ce qu'il pouvait, une partie de la matinée y a passé. J'ai dit aux hommes qui finalement ont apporté la caisse sur un camion ma façon de penser, en les priant de transmettre mes compliments à leur patron. J'étais dans une colère. » Ce souvenir fit rire aux éclats Miss West, qui procéda à un examen détaillé des colis, afin de s'assurer par elle-même qu'aucun d'eux ne manquait. Puis, quand elle eut terminé, « Pourquoi ne venez-vous pas avec moi retrouver mon père dans sa cabine ? On gèle ici, et nous n'aurons pas rejoint l'Elseneur avant une demi-heure. » Je fis pour toute réponse une moue significative, dont la jeune fille ne fut pas longue à deviner la cause. « Quoi ? » lança-t-elle brusquement. « C'est ma présence à bord qui vous chiffonne ?» La rapidité de l'attaque me déconcerta, et je restai muet comme une carpe, sans savoir que répondre. Avant que j'aie repris mes esprits, Miss West poursuivit. « Mettons tout de suite les choses au point, monsieur Pathurst. J'ai très probablement plus l'habitude que vous des longs voyages. Nous serons l'un vis-à-vis de l'autre tout à fait à notre aise, et si vous le voulez bien, parfaitement heureux. Vous ne me causerez aucun ennui, j'en suis sûre d'avance, et je vous promets de ne pas vous gêner. J'ai déjà voyagé côte à côte avec des passagers acceptés à bord par mon père et appris à endurer de leur part beaucoup plus de désagréments qu'ils ne se sont jamais montrés capables d'en supporter. Voilà. Si ce que j'ai maintenant dit est réglé une fois pour toutes, il ne sera pas difficile de maintenir la bonne entente entre nous. Je sais ce qui vous rend soucieux. Vous craignez que je ne vous demande de me distraire. Rassurez-vous, je me suffis à moi-même.
et je n'ai jamais éprouvé le besoin d'être amusée, par personne. Je n'ai jamais trouvé trop long le plus long des voyages, et j'arrive toujours à destination avec un tas de choses que je n'ai pas eu le temps de faire. Aucune traversée ne m'a jamais ennuyée. Et je ne joue pas au mahjong. Chapitre 2. Lorsque le remorqueur vint se ranger au flanc de l'Elseneur, je constatai que le voilier, qui avait un gros fret de charbon, s'enfonçait profondément dans la mer. J'étais trop peu connaisseur en matière de bateaux pour être susceptible d'admirer la perfection de ses formes. D'ailleurs, vu mon humeur, j'aurais été incapable d'admirer quoi que ce soit. Et je me demandais encore si je ne ferais pas mieux de retourner tout bonnement à terre. En réalité, je manquais d'un enthousiasme sincère pour ce long voyage, et le spleen, plutôt qu'un motif solidement raisonné, me le faisait seul entreprendre. L'existence n'avait pour moi aucune saveur, et mes semblables me lassaient au-delà de tout. L'intérêt que le sexe fort, avec son agitation perpétuelle, absurde ou sérieuse, pouvait me procurer, était usé. Et plus usées encore, comme je l'ai dit, les émotions frelatées que les femmes étaient susceptibles de me fournir. En somme, je m'embarquai sur l'Elseneur parce que je ne savais que faire de ma peau, et qu'il m'avait paru plus facile de la caser là, plutôt qu'ailleurs. Tandis que je grimpais à bord, je me demandais encore s'il ne fallait pas rebrousser chemin. Sur le pont, je trouvai le sourire accueillant de Miss West, qui m'avait précédé, et malgré tous mes griefs contre les femmes, ce sourire, je l'avoue, me réconforta. D'autres sujets de distraction me furent bientôt offerts. Un homme, qui se trouvait devant moi, me souriait également, avec un sourire de circonstance, raide et figé, qui ne devait pas certainement lui être coutumier. C'était le second, M. Pike, que j'avais rencontré lorsque j'avais visité le navire une première fois, au bassin érié avec Harrison et Gray. Trop protocolairement respectueux pour tendre la main à un voyageur de mon importance, il se détourna rapidement, son salut terminé, afin de donner des ordres à une demi-douzaine de bonshommes, jeunes ou âgés, mais qui semblaient pareillement gelés et traînaient leurs semelles sur le pont. M. Pike avait bu, c'était évident. Son visage bouffi et congestionné, et ses gros yeux gris, hagards, en témoignaient visiblement. Les 6 matelots en question allèrent chercher mes bagages à main sur le remorqueur et se mirent en devoir de les transporter dans ma cabine. Allons. Le sort en était jeté, et je les regardais faire avec un vague serrement de cœur. C'étaient des types étranges, tels que je n'en avais évidemment jamais rencontrés, sur aucun paquebot. L'un d'eux, un jeune homme qui pouvait compter dans les 18 ans, possédait des yeux noirs, remarquablement vifs et expressifs. Mais il était si petit que, chaussé de ses bottes de caoutchouc et vêtu de son surroi, il avait l'air d'un vrai gnome. Au premier abord, on l'aurait pris pour un Italien, à cause de ses beaux yeux sombres. Mais quelque chose trahissait en lui, je ne sais quel métissage. J'interrogeai à son sujet le second, qui me répondit d'un ton maussade. « Il est italien, pour une moitié. Pour l'autre, japonais, ou malais. Il est singulièrement petit. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle Shorty. » Un vieil homme, le maître d'équipage, à ce que j'appris, paraissait tellement décrépit et bancal que je pensais qu'il venait seulement de se relever d'un grave accident. L'expression de son visage me rappelait, avec plus de bestialité, celle de l'homme à la houe, de Millet, le célèbre peintre français, et son regard bovin trahissait sa grande stupidité. Quand il marchait, le bonhomme s'arrêtait tous les 15 ou 20 pas pour se plaquer les 2 mains sur l'abdomen et exécutait un mouvement bizarre de pression. Durant des mois, je devais par la suite le voir répéter le même geste, sans aucune raison réelle. C'était une sorte de manie. Le personnage répondait à l'étonnant sobriquet de Sundry Buyers, brocanteur. Et c'était là le maître d'équipage de l'Elseneur, l'un des plus beaux voiliers américains. Je n'en revenais pas. Un jeune homme dans les 16 ans, nommé Henry, était le seul qui me parut normal. Il avait vraiment l'allure d'un marin. Le second m'apprit qu'il arrivait en effet d'un navire-école où il avait appris le métier, et que c'était sa première traversée. Ses traits étaient bien dessinés, ses mouvements alertes, et son costume de matelot lui seyait à ravir. Mais à bord,
Il était le seul de son espèce. Du second, j'appris également que le gros de l'équipage n'avait pas encore rallié le voilier. Il ajouta, avec un grognement qui ne présageait rien de bon, qu'on l'attendait d'un instant à l'autre. Les individus présents avaient été enrôlés au petit bonheur, sans référence aucune sur leurs capacités respectives et leurs antécédents. Que serait le reliquat ? Comme je m'étonnais de me trouver en présence d'un équipage composé de tels déchets humains, le second m'expliqua. Que voulez-vous ? On prend ce qu'on trouve. En ce qui concerne la marine marchande, la navigation à voile est finie. Des hommes de mer expérimentés, tels qu'elle en formait autrefois, pas un seul ne subsistait déjà quand vous êtes venus au monde. Aujourd'hui, on engage des terriens, plus de professionnels. N'importe quel toucheur de bœufs est baptisé marin, enrôlé et payé comme tel. Le gaillard, pourtant, ne titubait pas, et rien en lui, à première vue, ne trahissait l'ivresse. Je sus par la suite que son soudain bavardage, dont je profitais pour m'instruire, était le signe coutumier de son ébriété. « J'aurais bien mieux fait de mourir, » continua M. Pike, « avant d'assister à cette déchéance de la marine à voile. Hommes et bateaux me crèvent le cœur. » Pourtant, insinuai-je, l'Elseneur est considéré comme un des plus beaux spécimens. Je ne le nie pas, comparativement au reste, mais qu'est-ce que c'est, bon Dieu, à côté des vieux clippers que j'ai connus ? Un sale cargo, rien de plus. Le coq de combat, l'étoile filante, le poisson volant, la sorcière des flots, le chien courant, le canard sauvage, l'aile rapide, le serpent de mer, la clarté du nord. Ça, c'étaient des bateaux. Quand j'y pense, les larmes me viennent aux yeux. J'ai connu les flottes magnifiques des planteurs de thé qui allaient charger à Hong Kong, et où dans les passes de l'Est, chaque bateau luttait de vitesse avec ses rivaux. Vous auriez vu ça. J'étais ravi, malgré les relents de son haleine, d'écouter le gros monsieur Pike. Sa conversation me changeait des futilités habituelles, en honneur chez mes concitoyens, et il m'intéressait prodigieusement. Son physique n'était pas moins attachant à observer. C'était un personnage d'une carrure peu ordinaire, aux larges épaules, aux os massifs. Il avait beau commencer à se voûter, il mesurait encore 1,80 m. « Vous êtes un homme solide, monsieur Pike, » lui dis-je, en guise de compliment. Il murmura tristement dans une bouffée de whisky qui s'épandit dans l'air. « Un homme solide. Oui, j'en étais un autrefois. Autrefois. » Je jetai un regard sur ses mains noueuses. Le calibre de chacun des doigts correspondait à celui de 3 des miens. Il en était de même du tour de son poignet. « Combien pesez-vous ? » demandai-je. 92 kilos, mais j'ai maigri. Autrefois, je faisais monter l'aiguille de la balance à 110. Alors, repris-je, à votre avis, l'Elseneur est un mauvais bateau ? Je vous parie 1 livre de tabac, ou 1 mois de mes gages, à votre gré, que le bateau ne bouclera pas son tour d'Amérique en moins de 150 jours, et encore. Ce tour, je l'ai fait pourtant, en 99 jours, sur le vieux nuage volant. Oui, en 99 jours, de Sandy Hook à San Francisco. 60 hommes d'équipage et 8 mousses. Ça filait. 374 milles par jour, sous les voiles du perroquet. Et quand le vent soufflait en tempête, 18 nœuds enregistrés. Mais on faisait certainement plus. 99 jours, vous entendez bien ? Un record qui n'a jamais été battu. Il a tout au plus été égalé 9 ans après par le vieil André Jackson. C'était le bon temps. Oui, ça remonte. J'eus l'impression, à ce moment, que M. Pike me racontait des histoires, et pour en avoir le cœur net, je demandai. À quelle époque exactement l'André Jackson a-t-il accompli son exploit ? En 1860, répondit-il immédiatement. Vous aviez 9 ans auparavant navigué sur le nuage volant, et nous sommes en 1913. Ces exploits se passaient donc, le calcul est facile à faire, il y a 62 ans. Je pensais confondre M. Pike, mais sans se démonter le moins du monde, il gloussa. Parfaitement. Ma mère était femme de chambre sur le nuage volant. Je suis né en mer, et j'avais alors 7 ans. À 12 ans, j'étais mousse sur le Héros du matin, l'année où il a fait son tour d'Amérique en 99 jours.
Quelle traversée, Dieu du ciel! La moitié de l'équipage au fer, un jour sur deux, 5 hommes perdus au passage du Cap Horn, les pointes de nos couteaux cassées, les coups de poing et les cabillots volant de tous les côtés. 3 hommes abattus en un jour à coups de revolver par les officiers du bord. Le 2e lieutenant tué, on n'a jamais su par qui, mais ça filait toujours. Et allez donc, 99 jours sans toucher terre. J'observais. En somme, d'après votre compte, vous auriez aujourd'hui 69 ans. Nous sommes d'accord, et je les ai, répondit fièrement M. Pike. Et je suis plus solide encore que les détritus humains qu'on voit aujourd'hui. La nouvelle génération crèverait en bloc, s'il lui fallait endurer tout ce que j'ai subi. Avez-vous jamais entendu parler du Sud ensoleillé? Un autre voilier qui a été vendu à la Havane pour être transformé en négrier, et a pris alors le nom de l'Emmanuel. Eh bien, j'étais à bord de l'Emmanuel quand l'impétueux nous a arraisonnés dans le canal du Mozambique. Nous avons été pris sur le fait, avec 900 esclaves dans l'entrepont. Sale histoire pour les armateurs de l'Emmanuel. C'était pourtant un bon bateau. Mais l'impétueux était un bateau à vapeur, alors rien à faire. Vous comprenez? Laissant à Wada le soin de ranger mes effets et mes menus colis dans ma cabine, je restai à arpenter le pont de l'Elseneur en compagnie de ce massif représentant du passé qu'était M. Pike. Celui-ci continua à me confier, à mi-voix, les multiples aventures de son étonnante existence. Je ne doutais plus maintenant, ni de son grand âge, que trahissait par moments, outre ses épaules voûtées, la lourdeur de ses grands pieds, ni des événements fantastiques qu'il me débitait. Il me parla notamment d'un certain capitaine Somers, en compagnie de qui il avait navigué pendant 2 ans en qualité de second. C'était un vrai marin, dit-il. Il connaissait à fond son métier et m'appréciait à ma juste valeur. Mais dès que le bateau abordait quelque part, je m'esquivais en vitesse et allais me terrer pour ne regagner le bord en douce qu'à l'heure du départ. Et pourquoi? Parce que tous les hommes avaient juré de m'étriper, une fois à terre, pour se venger des méthodes que j'avais employées pour leur inculquer le métier. Comme ils ne pouvaient pas s'offrir ma peau, ils déposaient contre moi plainte sur plainte aux autorités compétentes. C'est incalculable le nombre d'amendes qu'a dû payer pour moi le capitaine Somers. Mais il n'ignorait pas que c'était grâce à moi que son bateau naviguait droit fil et rapportait gros. Alors, vous comprenez, il m'en était reconnaissant. Il dressa en l'air les énormes pattes qui lui servaient de mains, et en regardant le bossellement des phalanges, je compris sans peine en quoi consistait sa méthode. C'était le bon temps. C'est fini aujourd'hui, soupira tristement M. Pike. Un matelot, à l'heure qu'il est, a droit aux mêmes égards qu'un gentleman. Il faut lui parler avec déférence, et interdiction de lui taper dessus. À cette minute, M. Pike fut interpellé de la dunette par le 2e lieutenant, un homme blond et bien rasé, solidement bâti, lui aussi, mais de taille normale. « Le remorqueur est en vue, avec le reste de l'équipage, » annonça-t-il. M. Pike émit un grognement qui signifiait qu'il avait compris. Puis il ajouta. « Veuillez descendre, monsieur Meller. Je vais vous présenter à notre passager. » Monsieur Meller descendit l'échelle de la dunette et j'admirai sa parfaite courtoisie au cours des présentations. Si bien que je ne pus m'empêcher d'observer. « Vous êtes certainement un homme du Sud, monsieur Meller. »« J'ai cet honneur, » répondit-il d'une voix suave. « Je suis né en Géorgie. » Et il s'inclina en souriant, comme seul un sudiste sait s'incliner et sourire. Son expression était dans l'ensemble bienveillante et douce, mais sa bouche, qui émettait un si gracieux sourire et des sons si harmonieux, était moins rassurante. On aurait dit une balafre entre les yeux et le menton, une balafre toute fraîche, dont elle avait l'âpreté sanguinolente. Instinctivement, mon regard se porta sur ses mains. Comme chez le second, de gros os y bosselaient la chair, et les phalanges en étaient toutes déformées. Puis je revins aux yeux bleus où brillait une certaine lueur de gentillesse et de bonté. Mais derrière cette apparente douceur, j'eus la sensation que se reflétait une âme rude et implacable. La cruauté, enclose au fond de ses yeux, ne le cédait en rien à la dureté de la bouche. J'en fus épouvanté, malgré moi. Oui,
Tandis que j'échangeais avec M. Meller des propos amènes et d'aimables sourires, j'éprouvais ce sentiment particulier qui s'empare de vous dans la jungle, quand on pressent vaguement la présence des bêtes sauvages épiant leur proie, qui vous entourent et vous guettent, invisibles. Je craignais que l'affabilité de M. Meller cache une autre chose toute différente, inexprimable, embusquée sous le crâne de l'homme qui me faisait face. M. Pike ayant donné ses instructions au deuxième lieutenant qui nous tourna le dos, je me préparais à rejoindre Wada, que j'avais aperçu et qui semblait m'attendre. Mais M. Pike me retint. « Un instant, dit-il à mi-voix, si vous le permettez, M. Pathurst. » Quand il se fut assuré que le deuxième lieutenant était assez loin pour ne rien entendre, il continua vivement, en se penchant vers mon oreille. « Ne parlez à personne de ce que je vous ai dit concernant mon âge. Chaque année, quand je signe un engagement, je triche d'1 an. Sur mon contrat actuel, j'ai avoué 54 ans. » Je répliquai galamment. « C'est l'âge que vous donnez l'impression d'avoir. » »« Mon Dieu, oui, je le crois aussi. Au travail comme au jeu, je suis capable de battre le plus fort de nos jeunes gars. Mais je vous en prie, monsieur Pathurst, gardez le secret. Les capitaines de bateaux, pas plus que les armateurs, ne tiennent à avoir des seconds qui approchent de la côte 70. Je ne serais pas fâché, au surplus, de trimer à présent pour mon compte personnel. J'avais jeté mon dévolu sur ce bateau, et sans aucun doute, on m'en aurait donné le commandement si le capitaine West ne s'était pas décidé à reprendre la mer. Comme s'il avait besoin de ça. Je vous demande un peu, quel vieil avare. Alors il a fortune faite, demandai-je. Et comment? Si je possédais seulement le 10e, même pas, le 50e de son argent, je me retirerais en Californie. Là, j'achèterais une ferme pour faire l'élevage de la volaille, et je vivrais en paix, en vieux coq de combat, aujourd'hui retraité. Le capitaine West détient des parts dans tous les bâtiments de la firme Blackwood. Excellente affaire, croyez-moi. Ces bateaux ont toujours eu la veine pour eux. Et pour les actionnaires, c'est un revenu de premier ordre. Je commence tout de même à prendre de l'âge, monsieur Pathurst, et il serait grand temps que j'aie un commandement. Mais non. Il a fallu que ce vieil original s'amène, et le commandement de l'Elseneur m'est passé sous le nez. Chapitre 3. Transi comme je l'étais, je fus heureux de me trouver dans les cabines confortables, dont l'ensemble formait un véritable appartement. Du pont du navire, on y pénétrait à bâbord par un large corridor muni d'un tapis. Sur le dit corridor, 5 pièces s'ouvraient à gauche. On trouvait d'abord la chambre du second. Venaient ensuite les 2 cabines de luxe qui avaient été réunies en une seule, à mon intention, puis la chambre du steward et une autre grande cabine qui servait de débarras. Du côté droit, je savais que s'alignait la salle à manger, le grand salon, ou carré, l'appartement du capitaine et celui de sa fille, que j'entendais fredonner, alors qu'elle déballait ses colis. Une dernière pièce était l'office, voisin de l'escalier intérieur, qui conduisait à la dunette. Dans le sens opposé, le corridor où je m'aventurais gagnait l'arrière de l'Elseneur et aboutissait à un grand hall qui s'incurvait en suivant la forme du navire. L'endroit servait de magasin et contenait les objets les plus variés, depuis des tubes, des rouleaux de toile à voile et de nombreux coffres, jusqu'à des tranches de lard et des jambons, pendus au plafond. Une échelle dressée aboutissait à une petite écoutille. Un autre panneau s'ouvrait dans le plancher. Ayant aperçu le steward qui m'avait suivi, un Chinois tout ridé, au visage glabre et aux gestes nerveux, et dont l'âge pouvait osciller entre 50 et 60 ans, je m'informai près de lui. « Où conduit la petite trappe qui est là sous mes pieds ?»« Dans l'entrepont, répondit-il, à la cambuse. »« Et qui mange ici ?» demandai-je encore, en désignant une table encadrée de 2 sièges fixés au plancher. « C'est seconde table, 2e lieutenant et charpentier y mangeait. » Ainsi renseigné, je m'en revins à ma cabine où je donnai mes instructions à Wada, qui achevait de ranger mes affaires. Je tirai ma montre qui marquait 3 heures de l'après-midi et remontai sur le pont pour assister à l'arrivée du reste de l'équipage. Le remorqueur avait rallié déjà l'Elseneur et tous les hommes avaient débarqué. La plupart avaient gagné le poste d'avant. Seuls, quelques traînards s'égayaient encore sur le pont. Ils étaient complètement saouls, et dans aucun bouge, je n'avais jamais vu d'être plus lamentable. Leur visage était à la fois sale et congestionné. Sans avoir l'air de bandits,
Ils étaient surtout répugnants, et aussi grossiers dans leur langage et leur manière d'être que dans leur aspect physique. « Allons, grouillez-vous! Portez vos sacs à l'avant, dans le poste de l'équipage !» cria une voix au-dessus de moi. C'était celle de M. Pike, posté sur la légère passerelle d'acier, peinte en blanc, qui courait d'un bout à l'autre de l'Elseneur. Partant de la dunette, elle gagnait l'avant du navire pour ne s'y terminer qu'à l'extrémité même du tillac. À cet ordre, les hommes titubèrent sur leur guibole et, cessant leur bavardage d'ivrogne, levèrent le nez vers le second, qu'ils regardèrent d'un air sournois. L'un d'eux, à la trogne assez inquiétante, qui répondait au nom de Larry, je le sus par la suite, se mit à ricaner et cracha sur le pont avec insolence. Puis, d'un mouvement nettement délibéré, il se retourna vers ses compagnons et demanda tout haut, d'une voix enrouée : « Qui c'est, ce vieux schnock ?» Je vis la silhouette de M. Pike se raidir, et j'observai les grosses mains du second qui se crispaient sur le garde-corps de la passerelle. « Filez !» gronda-t-il, « et silence ! Tous au poste de l'équipage !» Sur quoi il s'éloigna, et alla suivre la manœuvre du remorqueur qui larguait ses amarres. Je fus surpris du calme de cet homme redoutable, que je m'attendais à voir s'abattre à coups de poing sur son insulteur. Mais ayant aperçu le capitaine West qui, en compagnie du deuxième lieutenant, observait la scène debout sur la dunette, je m'expliquai immédiatement la modération de M. Pike. Le remorqueur, complètement dégagé, commençait à s'éloigner, quand de l'avant de l'Elseneur s'éleva soudain un mélange confus de cris et de hurlements, et des voix avinées qui criaient qu'un homme était tombé à la mer. De la dunette, le deuxième lieutenant dégringola vivement sur le pont, et M. Pike, quittant avec le même empressement la légère toile d'araignée de la passerelle, en fit autant. Moins d'une minute après, le deuxième lieutenant s'était saisi d'un rouleau de corde mince qu'il avait lancé par-dessus bord comme un lasso. Je fus impressionné par la rapidité de l'opération. En dépit de leurs âges respectifs, M. Pike avec ses 69 ans et M. Meller, qui devait en compter 50 bien sonnés, avaient agi avec la célérité et la force de ressorts d'acier. Leur supériorité morale sur les hommes de l'équipage, qui se contentaient de beugler des cris inutiles, était flagrante. Ils étaient réellement les maîtres de ce ramassis de misérables créatures placées sous leurs ordres, et qui occupaient dans l'échelle humaine le rang des Hottentots, ou plus bas encore, celui des singes. Je m'étais, comme tout le monde, penché sur la lisse, et regardais l'homme qui surnageait dans l'eau. Loin de chercher à regagner le bord, il semblait plutôt vouloir s'éloigner du navire. C'était un Méditerranéen à peau brune, et son visage, qu'à un moment donné je perçus nettement entre deux lames, était convulsé par une espèce de frénésie. Ses yeux noirs étaient ceux d'un fou. La corde avait été lancée par le deuxième lieutenant avec une telle précision que le nœud coulant qui la terminait tomba juste sur les épaules de l'homme. Celui-ci se débattit furieusement pour s'en dégager. Tout en se maintenant à la surface, il parvint à tirer d'une de ses poches un long couteau, avec lequel il s'efforça de couper le lasso où il s'empêtrait. Il tâchait, en même temps, de se débarrasser de ses vêtements, et montrait le poing par intermittence à l'Elseneur en hurlant, à notre adresse, un chapelet d'injures. Je reportai mes yeux sur le capitaine West. Il était toujours debout, sur la dunette, les mains dans les poches. Sans l'ombre d'une émotion, il regardait l'homme qui s'agitait dans la mer et continuait à vociférer, et le remorqueur, alerté par la cloche du bord, qui faisait machine arrière afin de le repêcher. Le forcené tenta d'échapper au remorqueur en plongeant par-dessous, mais il fut repêché de justesse, puis on le transborda sur l'Elseneur. Je le vis hissé, presque entièrement nu, couvert du sang des blessures qu'il s'était faites avec son couteau. D'une entaille au poignet, le sang jaillissait à chaque battement du pouls. Je me souvins d'avoir vu un jour, dans un jardin zoologique, un orang-outan récemment capturé et qui se débattait en se jetant contre les barreaux de sa cage. C'était tout à fait l'image de cet être écumant, fou de rage. Les autres matelots, avec force éclat de rire, avaient aussitôt entouré et empoigné le rescapé malgré lui, et réunissant leurs efforts, le maintenaient tant bien que mal en place. M. Pike et M. Meller intervinrent. Ils repoussèrent les hommes et se saisirent du dément, qu'ils entraînèrent à eux deux dans une cabine du rouf central. J'avais entendu parler de la force surhumaine que déploient les fous, mais celui-ci n'offrait pratiquement aucune résistance sous la poigne des deux officiers. M. Pike étendit l'homme sur une couchette, en réfrénant d'une seule main ses contorsions désordonnées,
tandis que pour lui lier les poignets, il envoyait le deuxième lieutenant chercher un bout de merlin. Pour voir, j'avais passé le bout de mon nez dans la porte. « Quelle bande d'abrutis !» me dit M. Pike, en grimaçant un sourire. « Dans ma carrière, j'ai déjà connu de bien sales équipages. Celui-ci est le pire de tous. » « Bon débarras, mais l'homme continue à saigner. Il risque de mourir, m'exclamai-je. Bon débarras. On va être obligé de traîner ce boulet, en attendant de pouvoir s'en défaire d'une façon ou d'une autre. Quand il sera un peu calmé, je le recoudrai là où il faut. Et s'il ne se calme pas tout seul, quelques bonnes baffes le feront tenir tranquille. » Une fois de plus, je jetai un coup d'œil sur les pattes énormes du second, sans douter de leur qualité anesthésique. Ayant regagné le pont, je revis le capitaine West toujours sur la dunette, les mains dans les poches. Sans prêter la moindre attention à l'incident, il contemplait avec sérénité une trouée bleue dans le ciel du nord-est. Il n'y avait pas à le nier. J'avais fait mon entrée dans un monde nouveau, terriblement différent de celui que j'avais connu jusque-là. Wada vint interrompre mes réflexions. Il m'annonça que Miss West l'envoyait me prévenir que le thé était servi. Bonjour et bienvenue dans ce premier vlog lecture sur les mutinées de l'Elseneur de Jack London. Donc c'est dans la traduction que je vous ai dit, là, Postif et je ne sais plus qui. Et c'est dans cette édition-là que je trouve, ma foi, plutôt jolie, qui a un stylet. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur parce qu'il y a quelques photos. Regardez, il y a une carte dans les... je sais plus comment ça s'appelle cette partie-là. C'est la même chose d'un côté comme de l'autre. C'est les éditions Laurent Rombaldi. C'était une publication de je sais plus quand. Une traduction de Paul Gruyer et Louis Postif. Et en fait, on a quelques photos du film de Pierre Chenal. Avec des citations. Je ne vais pas vous lire les citations pour ne pas vous spoiler. Mais on verra le Photoshop de l'époque. Oui, je trouve ça mignon en fait. Le Photoshop de l'époque. Donc et un chaton. Un chaton. Regardez le Photoshop de l'époque. Ce magnifique collage. T'as vu? Bon, c'est surtout des photos de bateaux, hein, de voiliers, etc. Allez, encore 2 pages. Enfin, je trouve que c'est une édition qui est vraiment sympa, qui est jolie. Bon, bah, viens faire un câlin, toi. Tu viens? Je vais... Ah, putain. Il n'y aurait pas eu la préface qui durait assez longtemps parce qu'elle est écrite petite. Vas-y, monte tes fesses. Donc il n'y aurait pas eu la préface qui durait un petit peu longtemps. J'aurais été un petit peu plus loin. J'ai l'impression que les chapitres, grosso modo, ce sera du 15-20 minutes de lecture. Mais donc là, ça veut dire que j'ai commencé page 23 et jusqu'à la page 23 jusqu'à 46. Ouais, en grosso modo, je fais à peu près pareil que sur les e-books, une vingtaine de pages à chaque fois. On va calculer ensemble. Bah, ça fait 15 semaines, 300 pages divisé par 2. 300 pages divisé par 20 pages, ça fait 15 semaines à la louche. 15 semaines, on est sur plus que 3 mois. Ah oui, mais du coup, là j'ai lu aussi c'est un petit peu faussé. Je pense que je vais peut-être réussir à lire plus parce que j'ai pas compté la préface. Donc je pense que ça va se lire plus rapidement que ça. On verra. Ça sera plus facile de se repérer la prochaine fois où il y aura que de la narration. T'es chiant, toi. Donc, je m'étais mis un petit post-it parce que je trouvais qu'il y avait un truc qui venait bien caractériser le personnage principal, là, monsieur Pathurst. J'ai du mal à le dire, hein. C'est Pathurst. C'est, en réalité, je manquais d'un enthousiasme sincère pour ce long voyage, et le spleen
plutôt qu'un motif solidement raisonné, me le faisait seul entreprendre. L'existence n'avait pour moi aucune saveur, et mes semblables me laissaient au-delà de tout. L'intérêt que le sexe fort, avec son agitation perpétuelle, absurde ou sérieuse, pouvait me procurer, était usé. Et plus usé encore, comme je l'ai dit, les émotions frelatées que les femmes étaient susceptibles de me fournir. En somme, je m'embarquais sur l'Elseneur parce que je ne savais que faire de ma peau, et qu'il m'avait paru plus facile de la caser là plutôt qu'ailleurs. Alors j'ai bien aimé ce démarrage, ma foi. Ah oui, puis comment dire? Il y avait juste un petit peu d'éléments de vocabulaire que j'irais choper. La dunette, cambuse, l'entrepont, le tillac, la lisse, le rouf, le merlin. Donc le merlin, le merlin, c'est la petite corde avec laquelle ils ont lié le mec qui s'était jeté à l'eau. Donc on a la dunette. C'est comme une dinette, mais avec un U. Superstructure élevée sur le pont arrière d'un navire et s'étendant sur toute la largeur. Vous voyez les vieux voiliers, il y a un gros truc qui est sur l'arrière. Donc c'est ça. La cambuse, je crois que c'est là où on cuisine. La cambuse, magasin de bord sur un bateau. Sinon, en familier, c'est une chambre ou une habitation mal tenue. L'entrepont, je pense que c'est le pont qui est entre deux ponts, tout simplement. Il me semble que c'est là qu'ils casaient justement les... Oui, voilà. C'est là qu'ils casaient les esclaves. Espace, étage compris entre deux ponts d'un navire, entre le faux pont et le premier pont. Donc le tillac, mot de vieux français, désignant le pont supérieur d'un navire, entre les gaillards. La lisse, le tracé des virures renforcées de la coque, nom donné au raidisseur du bordé des fonds et du pont, disposés longitudinalement, et aux raidisseurs de murailles qui sont disposés soit longitudinalement, soit verticalement. J'ai rien compris. On a le rouf et le merlin. Donc le merlin, je vous ai dit, c'était la petite corde, et le rouf, donc c'est R-O-U-F ou R-2-O-F. Un rouf. Superstructure sur le pont supérieur d'un bateau, ne s'étendant pas sur toute la largeur. On est bien, on est bien. Avec ça, on va bien comprendre. Donc voilà. Ah oui, il y avait aussi un moment Otento. Vous connaissez peut-être pas Otento. Vous connaissez peut-être par contre la Vénus Hottentote. Donc en gros, je vais essayer de retrouver où c'était parce que moi j'avais tiqué parce que c'est hyper raciste comme commentaire. Ils ont récupéré le gars qui était là-bas. Ils parlent de la supériorité morale sur les hommes de l'équipage qui se contentaient de beugler des crises inutiles et étaient flagrantes. En gros que le Monsieur Pike et Monsieur Meller, donc le second et je sais plus comment ça s'appelle, sont supérieurs aux autres. Parce que les autres, ils étaient réellement les maîtres de ce racis de misérables créatures placées sous leurs ordres et qui occupaient dans l'échelle humaine le rang des Hottentots, ou plus bas encore celui des singes. Vous connaissez peut-être la Vénus Hottentote. C'est une femme qui a été enlevée en Afrique, je pense au 19e siècle. Je vérifie. Parce que il y a eu un film qui a été fait sur cette femme, et surtout le truc qui est assez scandaleux, c'est une femme qui a été, je crois qu'on dit naturalisée. Pas naturalisée, avoir ses papiers, mais naturalisée, empaillée. C'est une femme qui s'appelait Sargé Bartman, qui est née en 1789 et est morte à Paris en 1815. Swatché, de son véritable prénom de naissance, devenu Sargé, je ne sais pas le prononcer, et également présentée comme étant Sarah Bartman, est née au Cap Oriental, colonie du Cap ou Gamtos. Le Cap Oriental, c'est Afrique du Sud. Je pense que c'était une femme qui était petite. Je me demande si elle est pas un petit peu... En fait, elle a été voilà, une femme issue du peuple khoisan, réduite en esclavage et exhibée pour son physique atypique en Europe, avant la grande époque des expositions coloniales. Alors là, c'est... les Khoisans, il me semble bien, c'est les Bushmen, si on le dit comme ça. Donc vraiment en Afrique du Sud, ceux qui sont tout petits, tout menus.
Et la particularité physique de cette femme-là, c'est qu'elle avait des fesses énormes. Énormes par rapport à ce qu'on peut connaître nous. Euh, et allez, oui, alors l'époque des expositions coloniales, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'époque grosso modo des zoos humains, où les gentils blancs montraient aux gentils parisiens et compagnie ce qu'étaient ces sauvages de Canaque par exemple. Donc tout ceci est évidemment ironique si j'emploie ce genre de mots, hein. Je précise parce que j'ai l'impression que mon ironie ne passe pas à l'écrit des fois, donc je préfère préciser quand je... ce que c'est. Les expositions coloniales. Et en fait, cette jeune femme, elle a vraiment pas vécu vieille, hein, 1789-1815. C'est au sein du peuple Khoikhoi. Vous savez, c'est les Bushmen qui sont ceux qui parlent une langue à clic. Bon, je saurais pas le faire. Qui vivent dans le désert, qui sont vraiment tout petits et menus. Bref, voilà. Le narrateur, il dit que les Otanto, ils sont juste au-dessus des singes. On aime. On va dire que c'est lui qui... Bon, je pense que le truc auquel il faut faire attention, c'est de ne pas confondre l'auteur, le narrateur, le personnage principal. Le narrateur peut être le personnage, ce qui est le cas ici. C'est pas le cas dans d'autres bouquins. Et par exemple, si vous avez du mal avec le fait d'avoir des gros cons, si vous avez du mal à avoir un narrateur qui est très désagréable parce que il va être sexiste, il va être raciste, etc. Ne lisez pas les bouquins de Jean-Philippe Jaworski ou c'est Benvenuto qui est le comment dire, qui est le narrateur parce que il est un peu tout ça et plus encore. Mais ça en fait, je trouve, un type de narration qui est assez jubilatoire. Alors que là, avec les quelques petites remarques racistes qu'on a eues sur seulement trois chapitres, il me hérisse un petit peu. Et en fait, ça a l'air d'être un gars qui... allez, on va commencer à... Maintenant qu'on a fait le vocabulaire et tout ça, encore ça va, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que si on sort tout le vocabulaire de la marine et du voilier, tout ça... Euh, ce qui fait que ça peut être effectivement, comme disait le F. Pontier là dans la préface, ça peut être compliqué à comprendre peut-être un pêcheur d'Islande par exemple de Pierre Loti, que j'ai pas lu, hein. Je l'ai mais je l'ai pas lu, et j'ai pas lu non plus Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, que lui nommait. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je trouve qu'on a vraiment un narrateur qui est un peu au bout de sa vie. C'est la citation que je vous ai répétée là sur s'il y avait que juste une phrase. La dernière phrase, elle est terrible, hein. En somme, je m'embarquai sur l'Elseneur parce que je ne savais que faire de ma peau et qu'il m'avait paru plus facile de la caser là plutôt qu'ailleurs. Donc là, par exemple, par rapport au narrateur, je sais pas si ça va être le cas. Je sais pas si c'est une espèce d'angoisse ou de déprime un petit peu existentielle, ou si c'est quelque chose qui va être plus motivé. Parce que je sais pas moi, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il déprime ou est-ce qu'il est dépressif parce qu'il s'est fait larguer, parce qu'il trouve pas de taf, parce que il a coupé les ponts avec sa famille, des trucs comme ça. On peut avoir 12 000 raisons de déprimer. Mais si c'est existentiel, c'est un peu autre chose encore. Parce que là, c'est quelque chose d'un peu diffus, on ne sait pas trop pourquoi, et ça déprime. Donc, est-ce que le narrateur, il a une motivation à cette dépression? Est-ce que c'est une espèce de vide existentiel qu'il a traversé, qui a fait que, ouais, on va aller prendre la mer parce que ça va peut-être me sortir un petit peu de ma vie, entre guillemets. Mais ouais, on sent que c'est quand même pas la joie. Puis il est pas très aimable non plus. Après, on avait l'indice quand même qu'il ne voulait absolument pas de femme à bord. Et il ronronne pas. Et il y avait
Il y a une espèce de superstition aussi dans la marine, je sais pas si, enfin j'espère que ça n'a plus lieu, qui dit que les femmes à bord, elles portent malheur. Donc là, est-ce que ça va jouer là-dessus aussi? Après, l'équipage, ça n'a pas l'air d'être entre guillemets de vrais marins. Le Monsieur West, là, le capitaine, capitaine West, s'il a obtenu le commandement de l'Elseneur, c'est sûrement que c'est sûrement qu'il enfin qu'il a des compétences, mais il a pas ne pas savoir le physique de l'emploi. Est-ce que ça peut dire qu'il n'a pas non plus les compétences? Donc, je sais pas. Il y a un côté aussi un petit peu nostalgique là qui est assez fascinant sur bon bah maintenant de toute façon il y a que la vapeur donc le charbon quoi. La navigation à voile ça se fait plus, c'est en train de mourir. Ça fait un peu la dernière traversée après c'est fini. Il y a un peu quelque chose de ça, un peu désespéré. J'aime assez le personnage de la femme, la Marguerite West, parce que justement, le fait qu'elle ait bien recalé le narrateur, Monsieur Pat Hearst, parce que il est en train de grogner, parce que, en gros, qu'est-ce que vous foutez là, quoi elle l'a bien recalé propre et net, elle a l'air d'avoir du caractère, ça a l'air de faire du bien. Et après, je trouve ça parle vachement de violence sociale, de violence de classe, parce que là, grosso modo, ils ont recruté des gens qui n'ont pas l'air compétents, et pourtant, ils sont peut-être partis pour 100 jours de voyage, là, ou plus. Donc, ils ont un petit peu intérêt de devenir compétents, parce que sinon, si personne n'est capable de faire avancer le bateau, ou si personne n'est capable de naviguer, de faire face à un danger, ils peuvent couler et mourir. Donc, quelque part, c'est un petit peu con. Qu'est-ce que t'en dis? C'est un chat qui a été accablé. Non, mais faut le comprendre, il sort d'une sieste de 5 heures. Il n'avait pas voulu sortir. Donc là, il est en digestion. Il est fatigué. Euh, mais bref, ça présage pas du petit voyage sympathique. En plus, je crois qu'ils vont passer les Cap Horn et tout ça. Donc les 40e rugissants, les 50e hurlants, ils vont passer en fait au bas de l'Amérique du Sud. Mais c'est là où ça craint à mort. Et pour avoir lu il y a fort longtemps, c'était peut-être pas le Fiona Kidman. C'était pas Rescapé de Fiona Kidman, c'était un bouquin sur ceux qui ont découvert la Nouvelle-Zélande, qui existait déjà et où il y avait déjà des gens dessus. Mais ah, je sais plus. Je vais retrouver le nom, je le mettrai dans la barre d'informations. C'était un bouquin jeunesse qui était raconté par un moussaillon, enfin un gamin qui était sur le bateau, un vrai gamin qui était sur le bateau et un bouquin qui a été très documenté aussi parce que ils ont parlé d'une vraie expédition où en gros, ah non, ils n'ont pas découvert la Nouvelle-Zélande, ils ont découvert l'Australie. Ils savaient pas que ça existait, il me semble. Je sais plus si c'est Nouvelle-Zélande ou Australie. Mais je crois qu'ils avaient trouvé des îles aux alentours et comme ça bouillonne pas mal aussi là-bas au niveau de l'eau, enfin au niveau de la mer, de l'océan, euh, ils se doutaient, vu la configuration des quelques îles qu'ils avaient trouvées et repérées, qu'il y avait quelque chose de plus grand quelque part, mais ils ne l'avaient pas trouvé encore. Donc il me semble bien que c'est eux qui avaient découvert, je crois, l'Australie et qu'il y avait d'autres expéditions plus anciennes qui étaient passées à côté, mais apparemment enfin, il y a vraiment un endroit où c'est un cauchemar pour passer. Enfin, il y a un endroit où c'était un cauchemar pour passer, ce qui fait que bah, le bateau précédent, il avait. Qu'est-ce que tu fous? Le bateau précédent, il était passé à côté de cette recherche. Mais bref, ça ne présage pas de la petite promenade de santé. Je pense il va y avoir de la mort. Le piano, je sais pas pourquoi, le piano sur le bateau, c'est pas que j'y crois pas, c'est que je me dis qu'il va lui arriver des bricoles. Euh, Est-ce que si notre invité de marque là qui voulait la grande cabine de luxe et tout ça, la cabine du capitaine,
Est-ce que notre invité de marque, il va devoir mettre les mains dans le cambouis et filer un coup de main à un moment si... parce que ça parle de mutinerie, hein. Alors ceux qui connaissent pas le terme, je sais pas qui c'est qui passe devant moi. Je ne sais pas qui regarde la vidéo, donc si j'explique des termes que vous connaissez, c'est pas condescendant, c'est juste il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Les mutinés, c'est les révoltés. Ça veut dire qu'à un moment, le capitaine, il va peut-être être assommé, emprisonné, tué, quelque chose, et l'équipage, en fait, va prendre le pouvoir. Sauf qu'on est sur un équipage qui ne sait pas faire, visiblement. Visiblement, les deux, là, pour le moment, qui ont l'air de savoir faire, c'est Monsieur Meller et Monsieur Pike, qui est le supérieur. On ne sait pas trop encore sur le capitaine, parce que là, le capitaine, il a rien fait. Quand il y a le gars qui a plongé à l'eau, qui a essayé de couper la corde et compagnie, qui s'est abîmé, qu'est-ce qu'il a fait, là, le capitaine? Pourquoi est-ce que le capitaine, il va pas aller le voir pour dire, oh, tu te détends, t'as signé pour venir, donc là, t'assumes ton truc. On va voyager peut-être 3 mois, peut-être 4 mois, tu auras ta solde au bout. Donc on est une équipe, on compte sur toi. C'est sa place aussi de dire ça. Après, je sais pas comment on le fait, mais là, il y a plein de... Le narrateur avait vu aussi les points de Pike et de Meller, que en fait c'est des bagarreurs, c'est des mecs qui ont imposé leur autorité en fracassant des gens. Et c'est un gars qui a l'air d'être dans l'acceptation complète des violences. Donc je pense pas que lui il va dire oh là là mais non mais le tapez pas. Je crois qu'il va juste regarder ou dire peut-être ou même approuver. Je le sens pas pour le moment à passer à l'acte. Il a pas l'air. Mais on sait pas exactement ce qu'il est. Il est journaliste, je crois. J'ai oublié. C'est pas la petite promenade de santé. On va voir ce que ça va donner. J'ai un petit peu peur pour la femme aussi. Parce que qui a l'air d'être apte à la protéger s'il y a un souci? Son père, j'ai mis des réserves. J'ai viré le chat, il m'a lacéré le dos. Marguerite West, je suis pas persuadée que son père soit en capacité de la protéger. Je pense que du côté de l'autorité, on est plutôt sur Monsieur Pike et Monsieur Meller. Mais avec une autorité violente. Violente physiquement, peut-être violente mentalement aussi. Donc, ouais, c'est pas joie et bonheur cette petite histoire, on verra. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que vous pensez qui peut arriver. Bon, c'est juste qu'il va y avoir une mutinerie parce que c'est un peu dans le titre. Et je crois que je vous avais trouvé un résumé, mais je ne l'ai pas relu depuis, donc je ne sais plus exactement. Mais je pense que ça va finir un peu dans le sens. Ça va finir en bain de sang, ça. Je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que ces quelques chapitres vous ont plu. J'espère que les contes du jour et de la nuit de Monsieur Maupassant, de Guy de Maupassant vous ont plu également. Mercredi prochain, j'avais oublié de le préciser, je pense dans la vidéo d'hier, ça va être une interview d'une autrice qui s'appelle Céline Niot, qui va sortir le 15 octobre son deuxième livre qui s'appelle Le Noël rebelle de Sylvain Le Sapin. Où là, rien qu'avec le nom, vous allez vous dire, c'est quand même un petit peu plus lumineux que Les Mutinés de l'Elseneur, effectivement. Et c'est son deuxième livre en fait qui sort et que j'ai corrigé. Et son premier livre, c'était La malédiction de la pie Grièche, donc un roman fantastico-historique, comme elle le dit, qui se déroule sur 2 temporalités, au Moyen-Âge ou de nos jours, dans les environs de Saumur, avec peut-être une histoire de sorcière, et qui se passe aussi dans un domaine viticole, le domaine de la pie Grièche. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça va vous donner envie de découvrir ce qu'elle écrit parce que c'est vraiment top. Et je dis pas ça parce que c'est une amie. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end, à mercredi pour tout ça et au week-end prochain pour la suite des contes du jour et de la nuit et des mutinés de l'Elseneur. Donc est-ce que vous croyez que ce sera déjà direct la mutinerie? Allez, lisez tout plein, rêvez tout grand comme d'habitude. Salut!